Bonjour, bienvenue. Merci de nous recevoir ici sur ce salon exceptionnel SME. Exceptionnel car nous regroupons ici 10 000 visiteurs, 10 000 entrepreneurs, 10 000 start-upers qui viennent partager ensemble la même passion d'entreprendre, mais aussi des informations. Et évidemment, tout autour, un certain nombre de sociétés qui viennent leur expliquer comment elles peuvent leur accompagner. Donc, vous avez ici une énergie absolument exceptionnelle. Et puis de l'énergie, il en a fallu également à Guillaume Richard. Bonjour. Bonjour. Merci d'être venu sur notre espace plutôt cosy. Alors, vous êtes un des acteurs incontournables du service à la personne. Votre entreprise et votre groupe est présent aujourd'hui en France et à l'international. 17 000 collaborateurs, 400 agences, 4 marques présentes sur le territoire français. Tout ça a dû commencer un jour. On n'a pas commencé par l'international. Racontez-nous la genèse de cette histoire. Alors, la prime genèse, c'était dans ma jeunesse. J'ai lu un roman de Paul Louis-Sulitzer qui s'appelle Le Roi Vert. Et je me suis dit, ça a l'air d'être génial d'être un entrepreneur, donc je vais être un entrepreneur et je vais réussir. Et donc c'est ça qui, derrière, m'a donné cette envie de créer une entreprise. Donc j'ai fait une école de commerce pour. Et puis j'ai commencé à travailler en me disant, il va falloir que je trouve l'idée qui me semble avoir le plus de sens, le plus de valeur. Et cette idée, ça a été O2, au départ, qui depuis le groupe s'est transformé, s'appelle WeCare, et il y a toujours cette entreprise O2 qui était l'entreprise que j'ai créée fin 99. L'idée de base, on avait fait une plateforme web avec l'idée de regrouper tous les services à domicile. Idée de regrouper 80 services à domicile. Et très vite, en fait, on a rencontré une entreprise qui, à Lille, faisait la même chose et qui s'appelait Unipol. Notre projet s'appelait At Home, à la maison. Truc, voilà, on avait beaucoup facile réfléchi. À comprendre, ouais. Et donc, on s'est dit, on va s'associer entre notre projet web et cette réalité qui existait. Parce qu'à l'époque, on était dans la fin des années 90, tout début 2000, on était dans la folle période de l'Internet, je ne sais pas si vous vous en rappelez. C'était une période absolument incroyable. Et le modèle qui devait tout révolutionner, c'était le click and mortar, l'alliance du web et de l'économie réelle. Et le web était incarné par le projet At Home, et l'économie réelle était incarnée par Unipol qui avait sa propre agence physique, son centre d'appel physique, et qui rendait des services physiquement dans la vraie vie. Comment s'est fait pour vous le choix du service à la personne? Parce que c'était là où il y avait le plus de création de valeur. Vous êtes à la fois socialement utile parce que vous créez énormément d'emplois, et vous êtes sociétalement utile parce que vous apportez à la société des services qui concourent au maintien à domicile de la personne âgée, à l'éveil et au développement de l'enfant, et à l'équilibre des familles, en permettant de vous décharger de vos corvées de ménage, de repassage, de gestion de la maison. Donc, on a une vraie valeur sociale et une vraie valeur sociétale. Donc, votre première réflexion, quand vous dites « je vais être entrepreneur », c'est d'être utile. Oui, bien sûr. Parce que la quasi-totalité des entrepreneurs que je connais sont un peu mégalos, ils veulent changer le monde. Si vous n'êtes pas un peu mégalo, si vous n'avez pas cette envie de changer le monde, eh ben, vous restez salarié. Et vous pouvez très bien continuer à être salarié. Alors que quand vous voulez imprimer votre marque, quand vous voulez créer, quand vous voulez changer les choses, vous devenez entrepreneur. Et c'est pour ça que je l'ai fait. C'est pour ça c'est ce que j'ai compris en lisant ce livre de Paul Sulitzer. C'est pas la classe de dire ça, mais c'est ça, c'est ça. Voilà. Et donc, il a fait une belle carrière. On fusionne les deux entreprises tout début 2000 et on arrive mi-avril 2000 avec notre projet pour lever à l'époque 30 millions de francs parce qu'on était encore en francs. Et là, explosion de la bulle Internet, on ne réussit pas à lever l'argent qu'on souhaitait. Néanmoins, comme notre projet était joli, on gagne pas mal de prix de création d'entreprise, dont un prix de la Fondation Vivendi qui nous permet de lancer un pilote. On n'a pas assez d'argent, on était 5 associés, 3 qui venaient de notre projet web At Home, 2 qui venaient d'Unipol, il y en a 2, un de chaque côté, qui quittent définitivement l'aventure, on se retrouve à 3. Et à 3, on n'a malgré tout pas assez d'argent pour nous financer tous les 3, pour nous payer tous les 3. Il y en a un seul qui reste. Et moi, je suis obligé de reprendre un emploi salarié. Et entre mars 2001 et fin juin 2004, dans la journée, j'étais adjoint au directeur du réseau chez Relais. Et le soir, le week-end et pendant les vacances, je m'occupais de ma boîte. Et je m'en occupais d'autant plus que l'associé qu'on avait laissé à la tête de l'entreprise a appris qu'il était gravement malade et donc a dû se soigner entre avril 2001 et fin 2003. Et donc, comment on fait pour ne pas avoir de doute à ce moment-là? On a des milliards de doutes. Alors, comment on fait pour ne pas faire en sorte que le doute prenne le dessus? Après, en fait, ce que j'ai constaté à chaque fois, c'est que tous ceux qui réussissent, c'est ceux qui sont déterminés.
quand vous avez un but, vous réussissez. En tout cas, vous avez beaucoup plus de chances de réussir quand vous avez un but et une détermination. Et derrière, ce qu'on appelle la résilience, c'est-à-dire la capacité à résister, à rebondir aux échecs. Quand vous avez cet objectif, vous pouvez potentiellement réussir. Si vous n'avez pas un objectif fortement ancré en vous, vous ne réussirez jamais. Et nous, on a eu très tôt, très tôt, la volonté d'être le numéro 1 mondial. On faisait 250 000 euros de chiffre d'affaires. Le numéro 1 mondial faisait 3,5 milliards. Et on s'est dit, on va être numéro 1 mondial. Vous vous preniez pour des Américains. Mais ouais, parce qu'il faut à un moment ou à un autre avoir un rêve, avoir une ambition. Et donc, on a eu ça, le truc. Et on s'est dit, derrière, on a tout aligné. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous êtes numéro 1 mondial, et que vous êtes tout petit en France, à partir du moment où vous êtes numéro 1 mondial, que vous avez cet objectif, cette direction, ben vous allez tout mettre en œuvre. Vous allez lever de l'argent pour. Donc on a été chercher de l'argent pour avoir les moyens de nos ambitions, pour avoir les moyens de recruter des gens qui sont meilleurs que nous à chacun de nos postes. On s'est dit aussi très tôt, l'entreprise, elle va grandir. Elle va grandir très vite. Vous avez dit, on a 17 000 collaborateurs aujourd'hui. On est parti de rien, de 1. Mhm. Donc quand vous passez de 1 à 2, il faut que vous appreniez à partager. Quand vous passez de 1 à 10, quand vous êtes 10, il faut apprendre à déléguer. Quand vous êtes 100, il faut apprendre à organiser. Quand vous êtes 1000, il faut apprendre à structurer. Quand vous êtes 10 000, votre job, il a fondamentalement changé. Et donc on s'était dit dès le départ, il faudra qu'on soit capable de se dire qu'on n'est plus la bonne personne, qu'on ne prend plus le plaisir. Il faudra qu'on soit capable de céder notre place quand ça sera, quand notre plaisir, quand notre compétence et notre appétence ne seront plus là. Et donc, mes deux associés qui étaient encore avec moi ont tous les deux quitté l'entreprise dans le temps. Et puis moi aussi, à un moment, je ne serai plus la bonne personne pour diriger cette entreprise, pour l'amener dans cette position de numéro 1 mondial. Parce que Pourtant, aujourd'hui, il y a des groupes immenses dont le président reste encore à la tête, le créateur. C'est donc un mauvais choix de leur part? non, c'est que c'est extrêmement rare. Parce que, encore une fois, quand vous étiez tout seul, vous étiez un homme orchestre. Quand vous êtes 17 000, vous êtes devenu un chef d'orchestre. Les compétences qui sont nécessaires pour être l'homme orchestre ou pour être le chef d'orchestre sont très très différentes. C'est pas parce que vous êtes capable de faire du pipeau et de taper sur le tambour en même temps en faisant des claquettes avec les pieds que vous êtes la personne qui est capable, avec votre baguette, de diriger. Donc, et donc pour être un bon il y en entrepreneur, a qui ont ces compétences, il y en a qui les ont, mais pas tout le monde. Ouais. Et donc il faut à un moment, il faut à la fois en avoir l'appétence, c'est-à-dire le goût. Il faut que ça soit quelque chose qui vous plaise, parce que vous ne pouvez pas réussir si vous vous éclatez pas, parce que c'est quand même un vrai sacerdoce de monter une entreprise. C'est votre bébé. Vous y passez énormément de temps, vous y mettez énormément d'énergie, vous y mettez votre argent, vous y mettez énormément de choses. Donc si vous n'êtes pas fondamentalement convaincu, si vous n'avez pas cet objectif avec vous, cette foi en vous, vous ne le ferez pas. Donc il faut avoir le goût, il faut que vous y preniez du plaisir. Et derrière, quand vous avez ce goût, cette appétence, ce plaisir, peut-être que vous pouvez développer les compétences. Mais si vous ne l'avez plus... et donc là, très tôt, dès la création de l'entreprise, vous aviez dans l'idée de dire, voilà, un jour, Ouais. Ah ouais. ça sera plus moi. Ah ouais. Ah oui, ça peut ne plus être moi. Je ne sais pas quand est-ce que ça sera. Oui, mais un jour, Mais quand j'en aurai plus, parce que le projet, l'entreprise est plus important que vous, parce que vous emmenez des équipes, vous emmenez des gens avec vous, vous créez quelque chose, et très rapidement, eh ben, le groupe WeCare aujourd'hui, c'est 17 000 collaborateurs directs. Ça veut dire qu'il y a à peu près 40 000 personnes qui dépendent de nous. 40 000 personnes. Ouais. 40 000 personnes. Donc ça vous donne des responsabilités qui font que votre propre personne, elle a pas pèse tellement de poids, elle pas pèse forcément. pas énormément. Ouais. Et donc il faut, compte tenu de ce nombre de personnes qui sont impliquées, que vous lui donniez les meilleures chances de se développer. Donc que vous alliez recruter les gens qui sont les plus compétents aux différents postes. Et parfois, ce n'est pas vous. Aujourd'hui, a priori, je suis encore la bonne personne, mais je ne sais pas pour combien de temps je le resterai. Parce que demain, le patron de cette boîte, le lundi, il sera en France, peut-être. Mais le mardi, il sera en Angleterre. Le mercredi, il sera aux États-Unis. Le jeudi, il sera au Japon. Le vendredi, il sera en Chine. Est-ce que j'ai envie de faire ça? Est-ce que j'ai envie de faire ça? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Il y a un an, je vous aurais dit jamais. Aujourd'hui, je dis je ne sais pas. Je ne sais pas si j'en aurai envie. En tout cas, si j'en ai pas l'envie profonde, jamais j'en aurai les compétences. Parce que, et c'est pas parce que j'en aurai l'envie que j'en aurai les compétences. Et donc, il faut vraiment que ça soit la bonne personne. Donc ça veut dire qu'il faut meilleur endroit. aussi bien se connaître. Il faut bien se connaître. Il faut savoir pourquoi on fait les choses. Je ne connais pas un seul chef d'entreprise ou sportif qui a réussi. Est-ce que vous avez déjà entendu un champion olympique qui vous dit « Ah,
mais alors, mais j'ai eu une chance incroyable, j'ai eu cette médaille d'or, je ne sais pas comment ça se fait. Mais non, il n'y en a aucun. Ils vous disent tous, À part c'est Pierre le Ambroise, résultat, mais oui. c'est le fruit d'un travail, d'une détermination sans faille. Quand vous lisez les bouquins sur Steve Jobs, quand vous lisez les bouquins sur Bill Gates, quand vous lisez les bouquins sur Elon Musk, le point vraiment en commun qu'ils ont tous, c'est une détermination sans faille. Ils avaient une idée, ils avaient un objectif, ils ont été déterminés et ils ont eu. Après, ils ont des caractéristiques différentes. Mais il y a un point commun à 100% de ces entrepreneurs à succès, à 100% de ces champions, c'est la détermination. C'est le fait qu'ils ont une ligne directrice et qu'ils font les efforts pour atteindre cet objectif. Donc on l'a compris, vous êtes un homme déterminé, ça me fait aucun doute. La question c'est à quel moment vous avez senti que vous avez quitté le domaine de la TPE, même de la PME, et que votre groupe commençait vraiment à s'industrialiser, et quel a été le ressort? Qu'est-ce qui vous a fait basculer de l'un à l'autre? Alors je ne sais pas s'il y a eu un moment particulier, en tout cas il y avait cette volonté très tôt d'avoir une trajectoire de croissance, et donc avec tout ce que ça signifiait d'avoir cette trajectoire de croissance. Et puis on a levé des fonds. Et en fait, les fonds, vous avez des investisseurs, vous avez un comité derrière, un conseil d'administration, un conseil stratégique avec des gens qui vous challengent et qui sont en permanence à essayer de dire mais tu as fait comme ça, est-ce que tu n'aurais pas pu faire mieux? Et là, ça vous oblige à structurer les choses, beaucoup plus. Et c'est là aussi d'ailleurs où un de mes associés s'est dit moi, c'est plus mon truc. Moi, je suis un défricheur. Moi, je suis Davy Crockett. Ouais. Et Davy Crockett, il s'éclate dans le Far West. Mais quand vous le mettez. Dès que la ville est construite et qu'il y a du goudron, il s'amuse plus. Ça l'intéresse plus. Il a arrêté parce que c'était plus son kiff. Il s'amusait plus. Et donc voilà, ça s'est fait progressivement. Je suis pas sûr qu'il y ait eu un moment particulier où on a senti ça, mais c'était inéluctable parce que c'était la décision qu'on avait prise. Et peut-être que le moment particulier, c'est le jour où on a décidé de faire une entreprise qui serait une entreprise de croissance avec ce formidable développement auquel on aspirait et que l'on a connu. D'accord. Comment vous arrivez aujourd'hui? Parce que donc, on a bien compris, vous êtes un créateur, vous êtes ultra motivé, vous avez un objectif et vous nous l'avez dit, à un moment donné, vous allez devoir, vous avez attiré des talents, des gens qui avaient des compétences que vous n'avez pas. Comment on fait pour trouver la bonne personne dans une compétence alors que nous-mêmes, on n'a pas cette compétence? Alors ça, c'est la principale difficulté. Et je ne sais pas comment... je me suis tellement planté que... c'est en se trompant en fait qu'on trouve la solution. Je me suis tellement planté que je ne suis pas sûr d'être la personne la plus compétente pour ça. On essaye... Il y a des points de fit et de plaisir. Je pense que c'est... En fait, je pense que la ligne directrice, chez moi, ça a été ça. C'était l'ambition et le plaisir. Le plaisir. Quand vous prenez du plaisir avec quelqu'un, quand vous prenez du plaisir à bosser avec quelqu'un, généralement ça se passe quand même, mieux. Donc vous essayez de trouver des gens qui sont intelligents, qui ont des aptitudes intellectuelles, qui ont des aptitudes relationnelles, parce que c'est extrêmement important. Et puis des gens avec qui ça va bien se passer, avec qui vous aimez travailler. Parce que derrière, c'est de toute façon une histoire d'hommes. C'est une histoire d'hommes et de femmes. Vous allez chercher des gens avec qui vous allez prendre du plaisir à construire un projet, à développer cette entreprise. Donc il y a un lien qui est fin. On n'est pas obligé de partir en vacances ensemble, mais le lien, il ne peut pas rester que professionnel. Il ne peut pas rester que professionnel. Et en même temps, ce qui est compliqué, c'est qu'à un moment, avec la croissance de l'entreprise, vous devez faire passer l'entreprise avant tout. Et donc, ça veut dire qu'il y a certaines personnes avec qui vous avez des liens extrêmement forts, à qui il faut demander de se mettre de côté, soit de changer de poste dans l'entreprise et de laisser les postes à responsabilité à d'autres qui auront plus la capacité à faire progresser l'entreprise, soit à quitter l'entreprise. Et ça, c'est aussi quelque chose qui est compliqué. Et c'est pour ça que très souvent, le chef d'entreprise est le premier ennemi de l'entreprise dans des entreprises de croissance. Quand on est quelqu'un comme vous qui est parti d'une création vraiment, donc vous n'avez pas hérité d'un groupe fait par papa, maman derrière, lorsqu'on arrive déjà à cette taille d'entreprise-là, quand vous avez commencé, vous pensiez à être numéro 1 mondial. Vous le serez, je vous le souhaite très bientôt. Mais on rêve à quoi après? À faire comme Elon Musk, envoyer des gens sur Mars? Alors moi, je ne suis pas aussi brillant qu'Elon Musk, donc je n'ai pas de rêve d'envoyer des gens sur Mars. Mais par contre, très concrètement, on change la vie des gens. Moi, j'ai énormément de très très belles histoires dans l'entreprise. D'histoires de gens qui ont progressé avec l'entreprise, qui ont commencé comme
intervenants, femmes de ménage, garde d'enfants, et qui aujourd'hui dirigent, managent une agence avec 50, 80, 100 personnes. J'en ai une vingtaine qui sont passés d'intervenants à au moins responsable d'agence. Et puis il y en a même une qui, depuis, est devenue entrepreneur, a créé sa propre franchise, sa propre entreprise, et a aujourd'hui une trentaine d'intervenants. Elle a créé sa propre entreprise à Montauban. Puis j'en ai une qui est devenue même directrice de zone. Elle dirige toutes les Yvelines. Il y a 7 ou 8 agences, et c'est elle qui est à la tête de ces 7 ou 8 agences. Elle est une aventure professionnelle. Une vraie aventure qui n'est humaine. pas encore finie. Ah ouais. Et donc ça, ce sont des choses qui sont extrêmement fortes. Et 17 000 collaborateurs, quand vous créez 17 000 emplois, eh ben, c'est extrêmement satisfaisant. Et dedans, il y a des très très belles histoires. Et puis c'est aussi la satisfaction de ce que vous apportez à vos clients. On a énormément de témoignages de clients qui nous remercient pour la façon dont on a accompagné leurs enfants, la façon dont on a accompagné leurs parents âgés dans leurs derniers mois, années de vie, etc. Et donc ça, c'est aussi quelque chose qui est extrêmement satisfaisant et qui explique que l'on se lève le matin parce qu'on sait pourquoi on le fait. Quand vous avez démarré, vous vouliez être numéro 1 mondial. Vous en êtes où? Oh là, on est sur on s'était donné 30 ans pour être numéro 1 mondial. D'accord. En se disant, d'abord, on va être numéro 1 français. Et on l'est. Ça, c'est fait. C'est bon. Puis après, on va être numéro 1 européen. Et là, on est à mi-chemin. Ouais, vous êtes donc, voilà, ça fait 14 ans qu'on s'était donné cet objectif. Donc, il nous reste encore il nous reste un peu plus de 15 ans à moitié du pour chemin. l'atteindre. On est à la moitié du chemin. On était parti, on faisait 250 000 euros, on a fait x1000 en 14 ans. Il nous reste à faire x10, x12 pour devenir numéro 1 mondial. Donc, et 15 ans pour le faire. Je vais vous laisser, parce que vous avez encore un peu de travail, je crois. Oui. Guillaume Richard, merci infiniment de votre présence, mais pas que. Merci également de toute votre énergie et de toute votre bienveillance. Ça fait beaucoup de bien de vous écouter en tout cas. Merci infiniment. Je vous en prie. J'espère que vous avez pris le même plaisir. Et regardez, il y a plein de vidéos sur lesquelles il n'y a que du bonheur également, mais également des informations. Et nous sommes toujours ici en direct du salon SME et on vous attend. Vous cliquez, on se retrouve.